Effectivement, si on baisse le magnésium alimentaire, il n'y aura plus de magnésium pour précipiter. Le problème, c'est que si on baisse le magnésium, eh bien, on arrive en dessous des niveaux nécessaires pour l'entretien et le rôle du magnésium en biologie, la transmission neurosynaptique. Et d'autre part, on sait, mais on l'a découvert qu'après, que le magnésium est essentiel pour empêcher la précipitation des oxalates de calcium. On peut éventuellement baisser le phosphore, c'est très difficile, parce que l'essentiel du phosphore est éliminé par la voie urinaire. On peut baisser l'ammoniac, à dire on va baisser les protéines, non, ça sert à rien. Pourquoi? Parce que s'il y a ammoniac qu'il y a dans les urines, c'est qu'il y a des bactéries. Or, on a vu que dans les conditions urinaires classiques, les urines du chat sont stériles. La pression osmolaire est tellement élevée que les bactéries n'arrivent pas à se multiplier. Donc on va plutôt jouer cette fois-ci, si on ne peut pas baisser trop le magnésium, on va jouer sur les surcharges en éléments acides. L'ion-chlore, l'ion-sulfate apporté par la méthionine ou par le soufre, et puis le rôle du sodium. C'est dans ces conditions-là, en jouant sur ces équilibres, qu'on arrivera à prévenir la formation des calculs de PAM. Pour les oxalates, c'est un peu la même chose, mais on jouera surtout ici sur la surcharge d'éléments qui vont empêcher la précipitation de l'oxalate de calcium. On ne peut pas beaucoup réduire le calcium. De toute façon, le calcium dans les voies urinaires, il y en a très peu. Le calcium est éliminé massivement par les fesses, très peu par les urines. On peut baisser les oxalates, certes. On peut réduire les aliments riches en oxalates, les légumes, certains légumes en particulier. Mais il faut savoir que l'oxalate est formé dans l'organisme. Attention, un excès de vitamine C peut conduire à une sortie d'oxalate très abondante dans les urines, et c'est quelque chose qui est assez négatif. Par contre, on va jouer sur un supplément de potassium, parce que le potassium va donner avec l'oxalate des oxalates de potassium qui sont assez solubles. On va jouer sur les apports de citrate, parce que le citrate va donner avec le calcium du citrate de calcium qui est soluble. Donc vous voyez qu'on peut jouer par le biais de l'alimentation sur l'équilibre des éléments minéraux pour pouvoir ainsi arriver à une meilleure osmolarité et avoir une meilleure ambiance au niveau global. On peut aussi jouer sur le pH. On sait depuis toujours qu'avec un pH qui diminue, on va transformer des phosphates à caractère peu soluble et peu acide en phosphates plus acides. Mais parallèlement, on transforme aussi l'ammoniac en ammonium. On dit, ah, c'est embêtant parce qu'il va se former des précipités de phosphate d'ammonium. En fait, non. L'ammoniac, on l'a vu tout à l'heure, il est peu présent dans les urines du chat, puisqu'il n'y a pas de bactéries uréase plus dans les urines. Et l'ammoniac NH3 ne pourra pas se transformer en NH4+, puisqu'il y a très peu d'NH3 présent dans les urines. Alors, au contraire, il y a beaucoup de phosphates, et en baissant le pH, on assure ainsi la formation de phosphates très acides donc très solubles, et qui ne précipitent plus. Le pH reste donc un élément clé qui a longtemps été considéré comme l'élément quasiment unique de la gestion, puisqu'on savait qu'avec un pH supérieur à 7,2, eh bien, on provoquait la cristallisation des PAM, des struvites. Si on baissait le pH en dessous de 6,5, on les dissolvait, et pas de bol. Puis à ce pH de 6,5, on augmentait la formation des oxalates. Alors, comment jouer sur les autres éléments de la ration? Un élément qu'on n'a pas évoqué à l'instant et qu'on a évoqué beaucoup tout à l'heure, c'est le sodium. Il y a un élément qui est très intéressant. Regardons. Et effectivement, quand on constate au niveau du pH la baisse de la quantité, le nombre de jours, qui sont nécessaires pour dissoudre des éléments dans les urines, on va constater que quand on compare deux aliments qui conduisent à les mêmes pH, vous voyez, ce pH ici, c'est 6,1. Les deux ont un pH de 6,1. On pourrait dire, mais si je m'intéresse au pH, je règle tout le problème. Pas du tout. Vous voyez que ces deux aliments qui ont le même pH conduisent à des dissolutions qui sont plus ou moins rapides, et celui-ci est plus lent. Pourquoi? Parce que son RSS, dont on vous a parlé tout à l'heure, est plus élevé que celui-là. Donc le pH est un élément qui est intéressant. Il était surtout très intéressant pour la dissolution des struvites, mais c'est un élément qui donne qu'une vision parcellaire. Et c'est là où effectivement on a fait des progrès considérables dans la gestion du risque, par la prise en compte du RSS. Et là, on a très belles images qui ont été publiées par Van Hoek dans la revue VetFocus. On voit ici, effectivement, la comparaison de trois aliments qui donnent des pH de 7,4, 6,3, 6,2, mais des RSS pour les struvites de 7,3, de 0,45 et 0,19. Et vous voyez, sur ces éléments étudiés in vitro, combien la dissolution est efficace lorsque l'on change les conditions du milieu, en jouant surtout sur le RSS plus que sur le pH, même si bien sûr les deux évoluent parallèlement. Ceci bien sûr a été retrouvé in vivo, bon, les essais sont nombreux,
L'intérêt de cet essai, c'est qu'il porte sur un aliment qui est actuellement présent sur le marché, c'est un peu une façon de montrer que beaucoup de solutions sont possibles. À côté de l'aliment Purina, il existe d'autres formules qui peuvent éventuellement conduire au même type d'approche. L'ensemble des aliments qui répondent à une réduction du taux de sursaturation et du taux des ratios de produits d'activité conduiront de façon positive à une réduction du risque de calcul avec une gestion parallèle de l'approche des apports nutritionnels, minéraux en particulier, de la régulation du pH et du RSS. On termine par les éléments d'application pratique. Quels sont les éléments de management que l'on peut mettre en œuvre? Eh bien, on a des objectifs. Ils sont simples. Stopper la croissance des calculs et promouvoir la dissolution. Il y en a un certain nombre d'options disponibles. Option, c'est accroître le volume des aliments, le volume urinaire, et le débit urinaire, augmenter la solubilité des cristalloïdes et augmenter la quantité, réduire, la quantité du cristalloïde. En ce qui concerne accroître le volume, on sait faire. Il suffit, c'est facile à dire, d'améliorer les conditions d'abreuvement de l'animal. Les conditions d'abreuvement ne sont pas toujours très simples. Voici une option possible, les fontaines à eau, puisque le chat aime bien de l'eau qui est relativement vive et fraîche. Voici une option qui est moins conventionnelle et plus grosse consommatrice d'une quantité d'eau au niveau du ménage. En tout état de cause, il faut faire passer le plus vite possible le rapport millilitres d'eau par calorie de 0,5 et tendre vers 1. Si votre chat qui a besoin de 250 calories par jour, il boit 250 ml d'eau, il n'y aura plus jamais de problème de calcul. Si on descend en dessous de 125 ml d'eau, ça va être assez problématique. Au-delà de cet abreuvement, on pourra bien sûr ajouter du sel, on l'a vu tout à l'heure. On pourra passer à des aliments humides, voire à des aliments ménagers. Et on pourra éventuellement gérer la présence des fibres. Nous en dirons un mot tout à l'heure. Un deuxième élément auquel on peut jouer, c'est le pH. Ceci est connu depuis fort longtemps. Depuis plus de 30 ans, on sait effectivement qu'après une prise alimentaire unique, par exemple un repas même humide, seul, on a une augmentation du pH des urines qui est due à la vague alcaline. Dans l'estomac, il sort une quantité importante d'acide chlorhydrique, donc il est important qu'il sorte parallèlement de l'organisme, pour maintenir le pH de l'organisme, qu'il sorte une quantité importante d'éléments alcalins dans les urines. On voit cette vague alcaline. Si on multiplie les repas au quotidien, eh bien, on va constater que très peu de zones dans la journée conduiront à un pH supérieur à 6,5, donc il y aura très peu de formation de calcul de struvite. La formule nutritionnelle pourra également être abordée parmi tous les éléments qui sont identifiés, qui jouent sur les urines acides ou les urines alcalines. La nutrition joue de façon déterminante, donc on pourra jouer sur l'apport en phosphore, acide phosphorique, l'apport en méthionine, l'apport en chlorure d'ammonium. Ça, c'est dégueulasse, le chlorure d'ammonium, les chats n'aiment pas trop. On pourra jouer, au contraire, sur les alcalinisants. Des tas de possibilités nous sont offertes. On pourra jouer aussi sur le bilan cation-anion. Alors, le bilan cation-anion, c'est jamais que le décompte des éléments positifs, calcium plus magnésium plus sodium plus potassium, que l'on met en parallèle avec les éléments négatifs, c'est-à-dire les anions, phosphore, méthionine qui contient du soufre, cystine qui contient du soufre ou chlore. Et il est très intéressant de savoir qu'on peut établir un certain lien entre le bilan cation-anion et le pH urinaire. Mais ça, c'est uniquement intéressant dans le cadre de la gestion du risque de lithiase à struvite. Dans le cadre de lithiase à struvite, on peut jouer sur le bilan cation-anion et avoir une estimation à la louche. C'est assez grossier, parce que là, on a mis une droite, mais en fait, c'est un nuage de points qui est assez hétérogène, avec quand même quelque chose qui est fort intéressant, c'est que plus la part des protéines est importante, plus la part de viande dans le régime est importante, plus le pH va être tiré vers le bas. Enfin, il faut accroître la solubilité des cristalloïdes. Vous voyez l'apport de sodium. Quand j'augmente le sodium, eh bien, on constate que le RSS de l'oxalate diminue de façon quasiment exponentielle. On a donc ici une décroissance qui est très importante. On constate que tous les aliments humides sont d'ailleurs ici en bas et que parmi les aliments secs, il y en a qui arrivent à avoir une certaine protection contre la formation des oxalates par le seul biais de l'apport en sodium. Enfin, réduire la quantité de cristalloïdes, un point clé sur lequel nous n'insisterons pas, écarter de votre choix les aliments de très pauvre qualité, de médiocre qualité, des aliments bas de gamme pauvres en énergie, parce que plus ils sont pauvres en énergie, plus on doit en manger, donc on mange d'autant plus de magnésium et de calcium. Plus ils sont pauvres en énergie, plus ils sont souvent riches en minéraux. Un bon aliment doit avoir moins de 8% de matière minérale par rapport à la matière sèche. On trouve les aliments sur le marché, vous allez voir une enquête sortir là prochainement de 60 millions de consommateurs. On a des aliments qui arrivent à 11, 12, 13% de matière minérale dans la totalité de la matière sèche, ce qui est tout à fait inacceptable. Et on peut avoir dans ces aliments pauvres souvent des excès de fibres qui vont pomper l'eau dans le milieu digestif et réduire ainsi la diurèse. Alors les moyens à mettre en œuvre
Il y a quelques années, on vous parlait de ça. Ah, j'ai 2 aliments, docteur. Un aliment pour dissoudre les PAM, un aliment pour éviter les oxalates. Ça correspondait un petit peu à la logique qu'on a développée jusqu'à l'instant. Il faut savoir que, fort heureusement, cette période est révolue, non pas qu'on n'a plus besoin de savoir ce que l'on traite, mais on a la possibilité, en jouant sur un certain nombre de paramètres, d'avoir une gestion globalisée, où on a des aliments dont le pH est contrôlé dans des zones qui sont subacides, dans lesquelles le taux de magnésium est contrôlé, dans lesquelles l'excrétion en citrate est maîtrisée, et surtout des aliments qui vont tendre vers des RSS ou des APR inférieurs à 1. Il est tout à fait possible aujourd'hui de trouver des aliments qui ont à la fois un pH qui est bas, donc on empêche les struvites de se former, voire on facilite leur dissolution, et des aliments qui ont aussi un RSS pour le calcium qui est bas. Donc on prévient avec le même aliment la formation des struvites et la formation des oxalates. Donc les choses se simplifient de façon tout à fait significative. Et puis, il ne faut pas oublier que dans certaines situations, il y a toujours l'option ménagère qui n'a pas vocation à être généralisée, mais qui vous sortira d'un bien mauvais pas lorsque vous avez un animal qui refuse de consommer l'aliment. Il faut quand même se rappeler que l'alimentation ménagère, elle est essentiellement humide. Cette alimentation ménagère, elle est très faible au niveau minéral, puisqu'elle contient en général moins de 5% en matière minérale, une digestibilité qui dépasse 92%, une appétence qui est souvent très bonne, parce qu'on choisit les ingrédients que le chat aime bien. Attention, la difficulté, c'est de savoir équilibrer cette ration et de ne pas oublier la correction minérale, mais on a la possibilité, avec cette ration ménagère, de faire les 3 ajustements nécessaires. L'ajustement du sodium, une pincée de sel égale 250 mg de sodium. On a la possibilité d'apporter de l'acide phosphorique. Alors, dans les diapos que vous avez sous les yeux, j'avais évoqué le phosoforme. J'ai vu mon pharmacien favori hier, il m'a dit que le phosoforme n'était plus disponible en pharmacie. Il fallait donc demander une solution extemporanée d'acide phosphorique à 30%, c'est faisable. Vous en mettez 1 à 2 gouttes par kilo, ça acidifie très bien. Ou éventuellement, vous ajoutez aussi des citrates, tels que le foncitrile, qui apportera le citrate dont l'animal a besoin et dont vous ne connaissez pas toujours les teneurs dans les aliments spontanés que cet animal consomme. Donc les choses s'arrangent. Et le message final que vous allez ramener ce soir dans votre clinique, c'est que les choses se sont quand même beaucoup simplifiées. Si votre chat est bouché, formule qu'aime beaucoup Anne-Claire Gagnon, si votre chat est bouché, vous le débouchez en urgence. Si le bouchon n'est pas trop hermétique, eh bien vous pouvez entreprendre une dissolution si vous êtes sûr que c'est bien un calcul de struvite. On ne peut pas faire ça en aveugle. Trop de praticiens ont fait des dissolutions, des pseudo-dissolutions en aveugle, c'est-à-dire que ça conduisait à rien du tout. Donc, si on est sûr qu'on a affaire à des PAM, on dissout avec un aliment acidifiant. Si on veut prévenir les 2 types de calculs, on a désormais des aliments qui officient de façon tout à fait satisfaisante, qu'ils soient secs ou humides. Les 2 options sont tout à fait envisageables. Attention cependant, si vous avez des animaux qui récidivent, il vaut peut-être mieux se tourner vers l'alimentation humide cette fois-ci. Même si les récidives sont rares, elles sont souvent orientées d'ailleurs vers les oxalates, mais alimentation humide ou ration ménagère. Et puis si votre chat est vraiment un chieur fini, eh bien s'il refuse de manger même le meilleur aliment du monde que vous avez ici sur cette table, eh bien vous pouvez toujours opter pour l'alimentation ménagère. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne fin de soirée.